Voilà, voilà, nous voici dans les méthodes, bienvenue. Et nous allons commencer, comme exercice 1, à étudier la fonction tangente. Alors, pour tout réel x distinct de pi demi plus k fois pi, où k est un entier, on définit la fonction tangente par tangente x, c'est sinus x divisé par cosinus x. Et on donne dt, des tangentes ici, son ensemble de définitions. Premièrement, montrer que pour tout x qui appartient au domaine de définition de la tangente de pi plus x est égale à la tangente x. Et montrer aussi que la fonction tangente est impaire. Enfin, étudier les variations de cette fonction tangente sur l'intervalle 0 pi de pi. Deuxièmement, déterminer la limite lorsque x tend vers pi demi par la gauche de tangente x et interpréter le résultat. Voilà. Donc avec les notions que vous avez déjà sur toutes les fonctions, et ce qu'on vient de voir sur les fonctions circulaires, eh bien vous pouvez effectuer cet exercice. Voilà, ça ne devrait pas être trop compliqué. Hein, donc allez-y, prenez une feuille de papier et un crayon, arrêtez la vidéo et foncez, lancez-vous. Alors je n'ai qu'un petit conseil à vous donner, hein, éventuellement pour la partie 2, c'est de penser, d'accord? Penser à une asymptote verticale. Voilà, ça peut vous aider un tout petit peu plus pour la question 2. Pour la question 1, je crois que vous n'avez rien besoin de plus. Allez, à tout à l'heure pour la solution. Allons-y donc pour la solution. Donc on veut montrer que tangente pi plus x est égal à tangente x. D'accord? Ça c'est la première chose qu'on nous demande. Bon, allons-y. La tangente pi plus x, par définition, de ce qui est donné dans l'énoncé, ce sera le sinus de pi plus x divisé par le cosinus de pi plus x. Puisque la fonction tangente est définie comme la fonction sinus sur la fonction cosinus. Maintenant, on peut dire que le sinus de pi plus x, c'est moins sinus x, et le cosinus de pi plus x, c'est moins cosinus x. Ça, c'est parce que les angles x et pi plus x sont antisupplémentaires. Antisupplémentaires, c'est-à-dire que la différence des deux angles est égale à pi. Et dans ce cas-là, les sinus et les cosinus sont opposés. Ce qui veut dire maintenant que puisque j'ai moins sinus x et moins cosinus x, je peux diviser moins par moins, ça fait plus. Sinus x divisé par cosinus x, par définition, c'est la tangente. Et donc ceci est égal à la tangente x. Donc on a bien membre de gauche tangente de pi plus x qui est égal à l'extrême droite, tangente de x. Et donc on a que la fonction tangente est périodique. Et elle est périodique de période pi. Voilà. Alors, pour ceux qui ne sont pas convaincus avec le passage ici, je vous le remonte simplement sur un cercle trigonométrique. Voilà de nouveau ce cercle montré de façon très schématique. Voici l'axe des cosinus, l'axe des sinus. Si je prends ici l'angle x, pi plus x, ça va être x plus un demi-tour. D'accord? On va faire pi demi là-bas. Donc ça va faire x plus pi demi, mais ça fait bien ici l'angle pi plus x. Et comme vous voyez, cet angle pi plus x qui est là, si je regarde son cosinus, il va se projeter là, qui est à l'opposé de ce que j'ai pour le cosinus de x. Et si je regarde son sinus, il va se projeter ici, qui est bien l'opposé du sinus de l'autre. D'accord? Donc pour des angles antisupplémentaires, donc x et pi plus x, les sinus et les cosinus sont opposés. Et donc quand je les divise, les signes moins disparaissent et on retrouve bien la tangente de x ici. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette partie est bien claire. Alors, la deuxième chose qu'on nous demande, c'est de montrer que la fonction tangente est impaire. Alors, montrer qu'une fonction tangente est impaire, c'est regarder ce que donne la fonction tangente quand je l'applique à moins x. Eh bien, par définition, tangente moins x, c'est sinus de moins x sur cosinus de moins x.
Alors sinus de moins x, comme la fonction sinus est impaire, ça fait moins sinus x. Cosinus de moins x, comme la fonction est paire, ça fait cosinus x. Donc j'obtiens moins sinus x sur cosinus x. Sinus x sur cosinus x, c'est la tangente, avec le signe moins devant. Donc ça fait moins tangente x. Donc j'obtiens que tangente moins x est égal à moins tangente x. Et donc ça montre bien que la fonction tangente est impaire. Ok? Donc voilà pour la périodicité, période pi. Voilà pour la parité. Donc si j'ai une période pi et qu'en plus la fonction est impaire, ça veut dire que pour étudier le tableau de variation, on peut se limiter à un intervalle restreint. D'accord? Il ne faut pas étudier ça sur tous les réels. Déjà, comme il y a une périodicité de pi, je peux me limiter de 0 à pi. Et en plus, comme la fonction est impaire, on peut se limiter à 0 à pi demi. Donc tableau de variation limité à 0 pi demi, du fait de la périodicité et de la parité. Et puis tout le reste de la courbe se déduira par symétrie et translation. Ok? Alors, pour établir un tableau de variation, on le sait, il faut étudier la dérivée. Et le signe de la dérivée va nous indiquer où la fonction est croissante, décroissante, où elle a des minimums ou des maximums. D'accord? Donc, quel que soit x appartenant à cet intervalle qu'on vient de choisir, c'est-à-dire appartenant à 0 pi demi, on va étudier la dérivée de la fonction tangente. Et on aura donc la dérivée de la fonction tangente, par définition, c'est la dérivée de la fonction sinus x sur cosinus x. Ok? Alors, c'est une fonction u sur v. Une fonction u sur v, lorsque je la dérive, ça me donne u'v moins uv' sur v carré. D'accord? Et donc, je vais obtenir que la dérivée de la tangente x, c'est la dérivée de u, c'est-à-dire du numérateur. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Fois v, c'est-à-dire le dénominateur, qui vaut cosinus x. Moins u, c'est le numérateur, qui vaut sinus x. Fois v', qui est la dérivée du dénominateur. Donc la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Le tout divisé par v carré, c'est-à-dire le dénominateur au carré. Ce qui fait cosinus carré de x. Ok? Donc voilà ce que veut la dérivée de la tangente. Bon, évidemment, ça, je ne peux pas le laisser ainsi, mais il faut que je le simplifie, ce que je vais faire maintenant. Et donc, la dérivée de la tangente de x va être égale à, alors, cosinus x fois cosinus x, c'est cosinus carré x. J'avais moins sinus x fois moins sinus x, ça fait plus sinus carré x. Le tout divisé par cosinus carré x. Voilà. Alors, rappelez-vous, cosinus carré x plus sinus carré x, ça fait 1. Ça, c'est une relation trigonométrique qui résulte du théorème de Pythagore. Et donc, ça va faire 1 sur le cosinus carré x. Voilà. Et donc, ce que l'on voit, c'est que la dérivée de la tangente de x est égale à 1 sur cosinus carré x. C'est un nombre au carré. Dans le domaine de définition, rappelez-vous, on avait exclu pi demi. En pi demi, cosinus serait nul. Ici, ça n'arrive pas, puisqu'on a exclu ce nombre du domaine de définition. Donc le dénominateur est toujours positif, puisque c'est un carré. Donc, puisque la dérivée est positive, on sait déjà que la fonction tangente croît. Elle croît sur l'intervalle qui était considéré, donc elle croît sur 0 pi demi. Ok? Donc c'est très facile. Le tableau de variation, finalement, sur 0 pi demi, ce que je peux écrire, c'est ceci. Lorsque x varie de 0 à pi demi, que je ne prends pas, attention, eh bien la dérivée de la tangente, comme on vient de le montrer, elle est positive. Donc elle est positive là, elle est positive là, là elle n'est pas définie, donc je peux m'arrêter ici, juste avant.
Ce qui veut dire que la fonction en tant que telle, eh bien, de 0 à pi demi, elle va croître. Alors, que vaut-elle en 0? Ben, la tangente de 0, ça va être par définition le sinus de 0 sur le cosinus de 0. Okay, le sinus de 0, c'est que ça vaut 0. Le cosinus de 0, ça vaut 1. Et donc, on va avoir 0 sur 1, ça fait 0. Donc ici, on sera en 0. Et là-bas, en pi demi, bien c'est la question suivante. D'accord? C'est la sous-question 2 qui demande ce qu'il se passe lorsque x tend vers pi demi par valeur plus petite, ou ce qu'on appelle par la gauche comme ceci. Eh bien, lorsque x tend vers pi demi par la gauche, on a, d'une part, sinus x, lorsque x tend vers pi demi, ben sinus x tend vers 1. Lorsque x tend vers pi demi, de nouveau, cosinus x, lui, il tend vers 0. Il tend vers 0 par valeur positive. D'accord? Donc, la limite lorsque x tend vers pi demi par la gauche, de tangente x, ce sera 1 sur 0 plus, ce qui est plus l'infini. D'accord? Par règle de quotient et règle des signes. Il en résulte que la fonction tangente, d'accord, possède une asymptote verticale. Ça, c'est l'interprétation. Puisque la limite lorsque x tend vers une valeur finie qui est pi demi moins, de la fonction tangente est égale à plus l'infini, ça veut dire que la fonction tangente a ou possède une asymptote verticale qui a pour équation x est égal à pi demi. Voilà, asymptote verticale, x est égal à pi demi sur l'intervalle 0 pi demi. Voilà. Et donc là, on a répondu à tous les points de cette question de façon exhaustive. Ça va? J'espère que tout est clair pour vous. Et donc, je vous attends pour le prochain exercice avec impatience. À tout de suite. Alors, dans les questions qui suivent, on va passer en fait à de l'algorithmique, relié aux fonctions, aux équations trigonométriques. Donc d'abord, on va demander ici en 2 de résoudre une équation trigonométrique. Donc l'algorithme suivant permet de calculer une valeur approchée à 10-4 de la solution alpha de l'équation cosinus x est égal à x sur l'intervalle 0 pi demi, qui est équivalente à cosinus x moins x est égal à 0. Et l'algorithme utilise une boucle tant que. Donc voici les variables. X et f de x sont des nombres réels. Initialisation, on affecte à x la valeur 0. On affecte à f de x la valeur 1. Traitement, tant que, là voici la boucle, tant que f de x est plus grand que 0, on affecte à x la valeur x plus 0,0001. Affecté à f de x la valeur cosinus x moins x. Fin de tant que f de x est plus grand que 0, on fait ça, puis c'est la fin. Sortie, on demande d'afficher x et d'afficher f de x. Alors, quel est le signe de la valeur affichée de f de x? Justifié. 2. Soit x1 la valeur de x affichée, et x0 la valeur qui l'a précédée. Montrez que la valeur affichée de x répond à la question. 3. Quelles instructions devrait-on ajouter pour que le programme affiche x0? 4. Comment modifier l'algorithme pour qu'il donne une valeur approchée à 10-5 de alpha? Voilà, eh bien écoutez, j'espère que la question elle est bien claire pour vous, et donc, allez-y, arrêtez la vidéo papier-crayon et répondez autant que possible à cet exercice. Tout s'est bien passé? Vous avez pu analyser l'algorithme et donner les réponses aux questions? Si tel est le cas, ok. Vous n'avez pas besoin d'écouter ce que je dis là dans les quelques secondes qui suivent. Vous passez, hop, et vous venez voir directement la solution pour voir que tout s'est bien passé pour vous. Sinon, j'ai un conseil à vous donner. C'est le suivant.
hein, je décortique un petit peu l'algorithme pour vous. La fonction f de x, elle contient en fait les valeurs de cosinus x moins x. D'accord? On affecte à f de x la valeur cosinus x moins x. Et l'algorithme reste dans la boucle tant que, ici, aussi longtemps que finalement f de x est positif. Dès qu'il est négatif ou nul, dès que f de x est négatif ou nul, l'algorithme sort de la boucle et exécute l'instruction suivante. Voilà. Donc là, c'est une analyse de l'algorithme, hein. Donc il n'y a plus qu'à répondre maintenant. Allez, on se retrouve dans, quoi, 2 minutes maintenant pour la solution. À tout de suite. Allons-y pour la solution donc. Donc première question. Quel est le signe de la valeur affichée de f de x? Justifié. Bon, ben, l'affichage de f de x se produit à la sortie de la boucle. Ok? C'est pourquoi la valeur affichée par f de x, ou de f de x, est négative ou nulle, puisque tant que c'est positif, on reste dans la boucle. En sortant, et lorsqu'on va l'afficher, ça veut dire que la valeur était négative ou nulle. Voilà, réponse claire à une question claire. Petit 2. Soit x1 la valeur de x affichée, et x0 la valeur qui l'a précédée. Montrez que la valeur affichée de x répond à la question. C'est quoi la question? C'est de trouver alpha. D'accord? De trouver la solution de l'équation. Ok? Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Eh bien, la valeur affichée, c'est x1. La valeur qui l'a précédée, x0, d'accord, est telle que la différence entre les deux, c'est 0,0001. Oui. Puisque on a entre les deux, entre celle qui est sortie et celle d'avant, on a donné à x une valeur légèrement augmentée d'un 10 millième. Donc voilà pourquoi la différence entre les deux vaut un 10 millième. Ok? Alors, ça veut donc dire que x1 moins alpha est plus petit ou égal à 10 moins 4. Donc x1, d'accord, donne une valeur de alpha approchée à 10 moins 4. C'est bon, ça répond à la question. J'ai regardé quand est-ce que le cosinus x moins x passait d'une valeur positive à négative, et l'intervalle entre les deux, c'était x1, donc c'était en x0, c'était toujours positif, en x1, c'est devenu négatif, d'accord? Et donc x1 moins x0, c'est 10 moins 4. Donc entre les deux, on a bien le nombre alpha qui se situe entre x0 et x1, hein, où la fonction a changé de signe. Et donc la différence entre x1 et alpha est inférieure à 10 moins 4, puisque ça a changé de signe entre eux. Donc x1 donne bien une valeur de alpha approchée à 10 moins 4. Ok, c'est clair? Bien, donc ça c'était la sous-question 2. Continuons alors. Que nous veut-on après? Quelles instructions devrait-on ajouter pour que le programme affiche x0? Eh bien, pour afficher x0, il faudrait donc avoir la valeur juste avant que ça ne change de signe, juste avant que f de x devienne négatif ou nul. D'accord? Donc, pour ajouter x0, il suffit ici d'ajouter, après la ligne 9 par exemple, les instructions affectées à x, la valeur x moins 0,0001, et puis afficher x. D'accord? Donc il faut rajouter, si vous voulez, les deux petites lignes suivantes après la ligne 9, on écrit affecté à x. Il y a la valeur qui était sortie, c'est-à-dire la valeur x moins 0,0001. Et enfin, puisqu'on veut l'afficher, il faut l'afficher. Donc afficher x. Et là on indique la valeur d'avant. Ok, point 4 alors. Comment modifier l'algorithme pour qu'il donne une valeur approchée à 10 moins 5 de alpha? Mais ici, on a donné une valeur approchée à 10 moins 4. C'est pour cela, d'accord? C'est pour cela qu'on a mis ici 10 moins 4, qu'on a mis 0,0001. Ok? Si on veut une valeur approchée à 10 moins 5, il suffit de modifier cette ligne 5, d'accord?
écrivant là qu'il faut affecter à x la valeur x plus 0,0001. Donc pour le 5, pour le 4, donc, ce qu'il faut changer, c'est qu'à la ligne 5, il faut affecter à x la valeur x plus 0,00001. Donc on va mettre un 0 de plus, d'accord, ici, pour aller en décimale plus loin dans l'exactitude d'un résultat. Voilà. Donc voilà l'ensemble des questions 2, 3, 4 qui sont répondues. La 1, on l'avait fait verbalement. Et ça termine cet exercice. Ça va? Donc j'espère que vous l'avez bien compris, que ça vous semble simple. Et puis on continue avec un petit peu plus d'algorithme à la question suivante. Alors on veut ici étudier le signe de sinus 1 sur n, avec n qui est un entier non nul. Un naturel non nul même. Donc c'est un entier positif non nul. Alors les variables sont f de x, qui est un nombre réel, et n, sup et inf, qui sont des nombres entiers. Donc on va affecter à sup la valeur 0. On va affecter à inf la valeur 0 pour commencer. Traitement, pour n allant de 1 à 1000, puisque c'est l'argument de la fonction, c'est lui qui varie, f de x prend la valeur sinus de 1 sur n. Alors, si f de x est positif, alors affectez à sup la valeur, sup plus 1. Sinon, affectez à inf la valeur inf plus 1. Fin du si, fin du pour, afficher sup, afficher inf. Voilà l'algorithme. Question, que représentent les deux valeurs affichées? Deuxièmement, pourquoi obtient-on les valeurs suivantes pour respectivement n est égal à 5000, 10 000, 50 000 et 100 000? Donc on obtient ceci. 2, là et là. Alors pourquoi obtient-on ça? Voilà. C'est à vous de me répondre. Ok? Allez, arrêtez la vidéo, papier crayon, et répondez. À tout de suite. Alors allons-y, que représentent les deux valeurs affichées? Eh bien, vous voyez ici que les valeurs affichées, donc sup, c'est que dès qu'on a la fonction f de x est positive, alors à sup on affecte une valeur supplémentaire. Ça veut dire que sup en fait compte le nombre d'entiers strictement positifs, n, hein, c'est les n qui vont de 1 à 1000, tel que la fonction est positive, donc tel que sinus de 1 sur n est positif. D'accord? Donc n, ici la fonction sup, compte le nombre d'entiers n qui sont tels que sinus de 1 sur n est positif. Inf, quant à lui, c'est dans le sinon. Donc c'est quand le f de x n'est pas positif ou nul. C'est quand il est négatif. Donc inf compte le nombre de valeurs n tel que sinus de 1 sur n est strictement plus petit que 0. Ça va? C'est clair ça? Alors, pourquoi obtient-on donc dans le point 2 les valeurs suivantes pour respectivement n égale 5000, n égale 10 000, n égale 50 000 et n égale 100 000? Alors on a respectivement sup qui vaut 874, 9874, 49 874, 99 874, tandis que inf reste à 126, 126, 126, 126. Donc pourquoi à votre avis? Pourquoi est-ce comme ça? Eh bien la réponse est la suivante. En fait, ce qu'on voit, c'est que si n tend vers plus l'infini, 1 sur n, d'accord, est de plus en plus proche de 0, mais en restant supérieur à 0. Donc 1 sur n, lui, tend vers 0 plus. 0 par valeur plus grande. Ce qui veut dire que étudier la limite lorsque n tend vers plus l'infini, ce qu'on avait pour des n de plus en plus grands sur le cas précédent, et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de sinus de 1 sur n, c'est la même chose que la limite lorsque n tend vers 0 à droite de sinus x. Or, on sait que la fonction sinus x, elle est positive au voisinage de 0+. Donc le nombre de valeurs positives de sinus 1 sur n, ce qui est compté par la variable sup, continue d'augmenter quand n tend vers plus l'infini. Par contre, le nombre de valeurs négatives ne bouge plus. Il ne varie plus, puisque sinus x est égal à 1 sur n, le sinus x qui est égal à sinus de 1 sur n est plus grand que 0.
quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Donc le nombre de valeurs dans sup augmente, tandis que le nombre de valeurs dans f ne bouge plus. Ok? Puisque lorsque n tend vers l'infini, sinus de 1 sur n, eh bien ça tend vers des valeurs positives. Donc le nombre de valeurs positives augmente et pas celui de valeurs négatives. Voilà. Donc j'espère que tout ça est clair. Et ceci termine non seulement cet exercice, mais l'ensemble des exercices de méthode du module. Et donc voilà, je vous attends pour la suite, qui seront les exercices proprement dits, où vous allez vous exprimer, où je ne donnerai plus de conseils. On passera directement de l'exercice à la solution. Allez, à très bientôt. Au revoir.